Bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais remercier tout d'abord l'organisatrice de cette rencontre, et je dirais que j'étais enchantée de participer, je suis enchantée de participer à cette importante table ronde et ravie d'avoir contribué à son organisation et aussi honorée de la modérer. Je félicite Maguette pour l'avoir initiée. Comme Maguette vient de dire, la thématique de notre table ronde est très importante. Elle est au cœur de l'actualité internationale et des préoccupations de nos pays africains. Le droit à la paix, le droit à la paix et la sécurité, comme vous le savez tous, est un droit humain et qui figure parmi la troisième génération des droits de l'homme. Cependant, il est loin d'être réalisé partout dans le monde et notamment dans notre continent. Donc, les femmes ont un grand rôle à jouer dans la paix et la sécurité. Pourquoi? Parce que comme les femmes sont les premières victimes des conflits, et dans un esprit de solidarité féminine, je pense que les femmes qui ne sont pas victimes devraient être au secours des femmes victimes et ont un rôle à jouer, toutes les femmes à tous les niveaux, et notamment les femmes des médias et les femmes médiatrices, qui c'est le sujet de nos discussions. Donc, cette table ronde, comme vous avez vu dans les CV qui ont été circulés, réunit d'éminentes personnalités et de grands experts, expertes de la thématique. Les CV parlent et notamment Monsieur le ministre qui est parmi nous, le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté d'être parmi nous. Je ne saurais vraiment, et merci aussi aux autres pénalistes et experts. Donc, je ne saurais présenter nos pénalistes et parler de leurs compétences et expertise. Et pour cela, je demanderai à nos panélistes de se présenter, soit maintenant, soit quand elles prennent la parole, brièvement. J'ai deux petites remarques à faire pour cette table ronde. Nous sommes déjà, je pense, on a dépassé le temps. On a un problème de timing. Je vais demander à toutes les personnes qui interviennent pour se présenter pas plus de 2 à 3 minutes, et pour les interventions, s'il vous plaît, si c'est possible, 5 minutes. Donc, comme ça, on aura des discussions, possibilité que tout le monde puisse donner son point de vue. Je pense que on a parlé, Maguette et moi, que peut-être dans l'avenir, on verra comment publier les interventions détaillées et les actes de cette table ronde, parce que qui est très intéressant, et on verra par la suite comment on va pouvoir poursuivre cette activité ou cette collaboration entre les femmes des médias et les femmes médiatrices. Pour la méthodologie qu'on va adopter, j'ai pensé peut-être que je vais poser des questions à nos panélistes et leur demander de répondre. Et j'ai 3 séries de questions. La première série de questions concerne les problèmes de paix et de sécurité auxquels se trouve confronté notre continent, et quel impact de ces problèmes sur les femmes. La deuxième série concerne le rôle des femmes
des médias et le rôle des femmes médiatrices. Et la troisième série de questions concerne, je pense, c'est la plus importante, c'est quelle collaboration entre les femmes des médias et les femmes médiatrices et les modalités, etc. Donc, je commencerai par la première série. Quels sont les problèmes de paix et de sécurité auxquels se trouve confronté le continent africain? Et je demanderai à Monsieur le ministre, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, de nous, si possible, de nous présenter l'état des lieux de la paix et de la sécurité en Afrique. Si c'est possible, Monsieur le ministre, très brièvement, nous connaissons votre grande expérience sur la question en tant que diplomate, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que médiateur dans plusieurs conflits. Merci, Monsieur le ministre. Mais je pense qu'on va pouvoir, on est obligé de publier les actes avec en informant sur les compétences vos compétences et la compétence des autres panélistes. Merci, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci infiniment, Khadija, Madame la modératrice. Je suis très, très honoré de prendre la parole dans ce panel organisé par ma sœur et mon amie Maguette Kébé. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Alors, voilà. Donc, si vous confirmez que vous m'entendez bien, ça me permet permet de... Oui, on vous entend très bien, Monsieur le ministre. Voilà. Alors, comme les femmes respectent leurs engagements et leurs contrats, on m'avait demandé une présentation de 10 minutes, qu'il me sera extrêmement difficile de raccourcir en 5 minutes parce que la situation du continent est extrêmement grave. Donc, si vous le permettez, je vais viser les 10 minutes, mais si je peux grignoter quelques minutes, je le ferai. Donc, je vous remercie. Je suis très, très honoré encore une fois parce que j'ai toujours souhaité que les femmes africaines montent au créneau sur la grave situation sécuritaire du continent parce que j'ai l'impression que les hommes leaders n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui se passe et souvent pris par, la gestion du pouvoir, leur intérêt pour le pouvoir et franchement parfois pris par l'égoïsme qui caractérise souvent les hommes, ils n'arrivent pas à comprendre que il y a urgence sécuritaire absolue pour le continent africain. Donc, je cite toujours une grande intellectuelle tanzanienne qui disait que si vous voulez que le travail soit fait, il faut le confier aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, il faut le confier aux hommes. Donc, les hommes savent parler des problèmes, mais apparemment, une grande partie des solutions entre les mains des femmes. Pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne peux pas me pencher, parce que ça me prendra mes 10 minutes. Mais je salue le courage des femmes africaines. Elles sont des femmes debout. Nous leur devons tout. Si l'Afrique tient encore sur ses jambes et sur ses pieds, c'est grâce aux femmes africaines. Et si nos peuples survivent encore, c'est grâce à nos femmes. Donc, hommage est rendu aux femmes. Les femmes des médias ont un rôle extrêmement important à jouer aussi. Peut-être qu'on y reviendra et peut-être dans les recommandations, je pourrais aller plus loin. Nous sommes des disciples, nous sommes des panafricanistes. Nous ne cachons pas notre identité politique. Nous croyons profondément à ce que nos anciens nous ont légué comme héritage, comme combat pour l'Afrique, pour la renaissance africaine. Et nous sommes des disciples de Cheikh Anta Diop, le grand professeur savant panafricaniste qui a beaucoup œuvré pour le continent. Et en 1973, il lançait un avertissement extrêmement important. La sécurité précède le développement, disait-il, et à son tour sert le développement. Aujourd'hui, on nous ramène des débats sur oui, il faut d'abord développer l'Afrique pour sécuriser l'Afrique. Je ne comprends pas que dans les conditions actuelles, quelqu'un puisse prétendre qu'on peut se concentrer sur le développement de l'Afrique sans prendre à bras le corps le défi sécuritaire. Ce défi nous empêche d'exister, nous empêche de prospérer, nous empêche de nous organiser. Un pays comme le Burkina Faso, un pays comme le Mali sont des preuves vivantes que quand les djihado-terroristes prennent nos pays, disons, comme cible, ils font dérailler tout le système et nous créent énormément de problèmes. Donc, nous sommes dans la situation de l'avertissement de Cheikh Anta Diop. La sécurité précède le développement et à son tour, bien entendu, sert le développement.
Alors, l'Afrique a connu un grand tournant en 2009 avec la naissance de Boko Haram. Beaucoup ne le savent pas, mais de 2009 à 2022, Boko Haram a fait 40 000 victimes au Nigeria. 40 000 victimes au Nigeria. Alors, quand malheureusement le terrorisme tue 10, 15 personnes en Europe, c'est des marches, des manifestations, mobilisation de chefs d'État, etc. Mais quand on nous dit qu'il y a 40 000 Africains massacrés au Nigeria, ça ne semble pas émouvoir beaucoup d'Africains. Quand depuis 3 mois, 4 mois, peut-être même plus, peut-être depuis 1 an, chaque matin on se réveille, on nous dit 30 civils tués au Burkina Faso, 50 militaires tués au Burkina Faso. Ça ne semble pas émouvoir le reste du monde, mais le drame, à mon avis, ce n'est pas le reste du monde, ce sont les Africains eux-mêmes. Pourquoi nous ne sommes pas émus? Pourquoi nous ne manifestons pas? Pourquoi nous ne soutenons pas le Burkina? Pourquoi nous ne montons pas des unités de soutien militaire pour aller au Burkina, apporter notre concours à ce grand pays africain, apporter notre concours au Mali, grand pays africain? Pourquoi nous restons tièdes? Pourquoi nous prétendons nous occuper de nos propres territoires, de nos propres situations et ne pas manifester notre solidarité? Tout s'est accéléré après 2009 avec la catastrophe de l'agression de l'OTAN en Libye. Tout le monde le sait. On a beau avertir les partenaires de l'OTAN, faites attention. Après ce qui s'est passé, le drame en Irak avec les États-Unis et la catastrophe qui s'est produite là-bas, détruire un grand peuple, une grande civilisation, une grande culture, on nous a refait le même coup en Libye et on a prétendu nous amener la démocratie et la liberté en Libye. Voilà la démocratie et la liberté qu'on a obtenue en Libye. C'est l'effondrement de la Libye, c'est l'effondrement du Sahel, c'est des attaques contre toute l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, les djihadistes du sud de l'Algérie, au nord du Mali, ils se sont métastasés, comme on dit, jusqu'au Mozambique, où ils ont occupé une grande province extrêmement riche qui s'appelle Cabo Delgado. Ça, tout le monde le sait. Donc, notre hypothèse à nous, c'est que les djihadistes, djihado-terroristes, disons, ont décidé que l'Afrique était prenable, l'Afrique est vulnérable, l'Afrique est un champ à conquérir, que les Africains eux-mêmes ne sont pas très souciants ou très conscients des enjeux sécuritaires dans leur continent et que l'Afrique est un continent extrêmement riche. Et ils ont décidé de ne pas laisser ce continent aux Chinois, aux Indiens, aux Européens, aux Américains. Ils ont décidé, comme nous disons nous, au niveau de notre institut, l'Institut panafricain de stratégie, ils ont décidé de venir prendre leur part d'Afrique. Leur part d'Afrique, ça veut dire qu'ils vont conquérir des territoires, ils s'intéressent à nos ressources minières, à nos richesses naturelles, à nos forêts, à notre eau, et ils s'intéressent aussi à embrigader nos populations, nos jeunesses, etc., et à changer le système étatique. Tout le monde connaît maintenant, nous on en parle depuis 7 ans avec certains amis chefs d'État, dont le regretté président du Tchad, Idriss Déby, qui lui était très très conscient des défis sécuritaires du continent. La question maintenant du califat islamique fait même l'objet d'ouvrages, tout le monde en est conscient, nous on en parle depuis 7 ans. Ils ont des objectifs précis, ils ne sont pas venus ici pour des histoires de religion, la religion est une couverture pour eux, mais ils ont des objectifs stratégiques importants. Et donc la situation du continent aujourd'hui, c'est que nous sommes en tournant parce que l'Afrique n'a pas de réponse, l'Afrique n'a pas de stratégie. Nos dirigeants, à ce jour, personne ne peut le croire à travers le monde, que l'Afrique n'a pas tenu un sommet sur le terrorisme, que l'Afrique n'a pas tenu un sommet sur la réponse africaine, une armée africaine, régionale ou continentale, pour relever le défi du terrorisme. Aujourd'hui, vous prenez les 2 grandes régions les plus affectées, et peut-être même 3 régions. L'Afrique de l'Est, on connaît, avec la crise en Somalie, une crise durable et extrêmement pénible pour tout le monde, pour toute l'Afrique en particulier. Mais vous connaissez la crise dans le Sahel et qui s'est absolument métastasée rapidement, où ces entrepreneurs de la violence criminelle ont décidé que tout se passe très bien. Ils avancent dans la maîtrise et la formation de leur califat et ils ne veulent pas être plus tard un État islamique enclavé. Donc, ils rêvent d'avoir une façade maritime dès le départ. Nous avions, nous, averti il y a 5 ans qu'ils pensent à prendre ou le Togo, ou le Bénin, ou la Côte d'Ivoire, ou si possible le Sénégal, et qui sont en train de travailler sur ces dossiers-là. Bien entendu, personne n'écoute jamais les lanceurs d'alerte dans ce genre de situation.
Et aujourd'hui, les faits sont là. Ils sont au Bénin, au Togo, en train d'attaquer ces pays après quelques incursions en Côte d'Ivoire. Donc voilà la situation où l'Afrique de l'Ouest, d'abord c'était le Sahel, maintenant c'est toute l'Afrique de l'Ouest. On a eu des changements anticonstitutionnels, des coups d'État militaires, on a une crise globale, on a presque des actes de génocide commis contre nos populations. Le génocide culturel est clair, on détruit nos monuments, on détruit les mausolées de nos ancêtres, mais l'autre génocide des populations, des 2 millions de personnes déplacées au Burkina Faso, des milliers d'écoles fermées, des populations déplacées qui vivent aux abords des capitales, c'est véritablement une situation apocalyptique. Et le fait qu'il déménage l'épicentre du terrorisme mondial en Afrique ne semble pas émouvoir et l'Union africaine et nos grandes organisations régionales. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire comprendre aux Africains qu'il est urgent d'agir? L'autre disait que quand c'est urgent, Talleyrand en l'occurrence, quand c'est urgent, c'est peut-être trop tard. Espérons que ce n'est pas trop tard et que nos États vont se ressaisir et qu'on va prendre en charge ce combat. Quand on a entendu, pardon, une fois, que les djihadistes ont attaqué l'armée malienne ou l'armée du Niger avec des drones, on s'est rendu compte que ce n'est plus un petit combat, c'est un combat très, très sérieux, attaqué avec des drones. Ensuite, au Nigeria, une fois Boko Haram a affronté l'armée nigériane, ils ont récupéré des chars de combat et ils sont allés attaquer un camp militaire avec des chars de combat. Tout le monde sait que les groupes terroristes veulent être légers, agir rapidement et se retirer. Quand ils attaquent avec des armes lourdes, des chars de combat, on ne parle plus de groupes terroristes, on parle d'armées terroristes, des gens bien structurés, très forts, avec des bases fortes, etc. Donc, on en est là, et ils ont des milliers de combattants, et nos États, malheureusement, et nos leaders ne semblent toujours pas comprendre l'urgence et la gravité de la situation, et nous pensons qu'il est urgent de mutualiser nos forces. Nous le disons depuis 2012. 2012, nous écrivions déjà dans notre revue, l'armée africaine, c'est maintenant, à cause de la gravité de la situation. La mutualisation, c'est maintenant. Nos dirigeants ont créé le G5 Sahel. Ils ont exclu des pays clés du G5 Sahel, des pays saharo-sahéliens. On a besoin du Maroc, de son expérience, premier pays d'Afrique quasiment en intelligence et en renseignement. On a besoin de l'Algérie, le seul pays africain qui avait vaincu les terroristes après une guerre civile de 10 ans. On a besoin du Sénégal et de son expérience. On a besoin du Nord Nigeria, du Nord Cameroun. Au lieu de faire donc une organisation plus large, parce qu'on a pensé qu'on aurait des subventions, beaucoup d'argent et d'équipements, on a exclu, on est allé dans l'exclusion dès le départ. Et voilà que le G5 n'a pas pu se financer. Et aujourd'hui, le G5 est paralysé, voire pratiquement hors de course, n'est-ce pas? Donc voilà la situation. L'Union africaine n'a pas de réponse, n'a pas de stratégie. Et nous tombe dessus maintenant la crise du Soudan, extrêmement grave, et qui va encore déstabiliser le continent tout entier. Et véritablement, il est urgent qu'on mette la pression sur nos leaders pour, qu'ils prennent conscience, nous pensons qu'ils savent ce qui se passe, mais qu'ils voient l'ampleur du désastre. Ensuite, que le sommet sur le terrorisme promis se tienne. Et ensuite, le sommet sur l'armée africaine ou sur des armées régionales. Alors, la CEDEAO nous a annoncé depuis le mois de décembre la mise en place d'une armée régionale africaine. C'est incroyable de voir que 6 mois après, il n'y a pas un seul soldat, une seule unité de cette armée régionale africaine. Donc, il faut qu'on insiste. L'urgence pour nous, panafricanistes, c'est de dire qu'aucun pays africain pris individuellement ne peut se défendre contre la menace sécuritaire, pas la menace, contre la crise sécuritaire actuelle. Quand les États-Unis, première puissance militaire, économique, financière du monde, mobilisent 60 pays dans une coalition pour lutter contre le terrorisme, on ne peut pas comprendre que nos pays, au niveau actuel de leurs forces et de leurs moyens, développent soi-disant des stratégies nationales. Franchement, il est temps de mutualiser, d'aller ensemble et de travailler pour sauver ce continent. Et j'espère que ce message va passer avec 1 milliard de jeunes, 40% des ressources naturelles du monde. Il ne reste à l'Afrique que le leadership qui comprenne les défis de la sécurité et qui nous donne une vision continentale ou régionale pour qu'on aille ensemble. Et c'est cela qui va effectivement apporter une vraie réponse à nos défis sécuritaires. Je m'excuse si j'ai été long, mais c'est ce que je voulais exposer pour commencer. Sans oublier, bien entendu, l'ingérence russe aujourd'hui dans le continent, les influences russes dans la bataille digitale qui apportent une situation incroyable où on voit des jeunes Africains défiler dans le monde, non pas avec des drapeaux de Sankara ou de Cabral ou de Nkrumah ou de Cheikh Anta Diop, mais avec des drapeaux, des portraits de Poutine.
ça pose aussi un débat. J'espère qu'on en parlera dans ce webinaire, mais ça pose un véritable débat. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour vraiment cette idée très générale sur la situation de la thématique dans notre continent et vos suggestions. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'organiser une autre rencontre sur la question parce que pour vous donner plus, pour apprendre de vous, apprendre des autres pénalistes et apprendre aussi des personnalités éminentes qui participent à cette table ronde, parce que moi j'ai vu qu'il y a de grands experts, expertes, donc qui se sont joints à notre table ronde, et j'espère qu'on aura une autre occasion pour vous apprendre vraiment et de discuter de la situation. Désolée pour le timing parce qu'on ne peut pas faire plus. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à un autre homme. On commence par les hommes. Donc, à mon collègue et le docteur Madi Ibrahim Kanté, et je lui demanderai, si possible, de nous parler de la situation du Sahel en 5 minutes, si c'est possible, et spécifiquement du rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme dans le cas du Sahel. Merci beaucoup, docteur Madi Ibrahim Kanté. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, d'abord, je commence à remercier les organisateurs de cette idée, notamment les Africains, Ndei, Québec, alors, et aussi tous ceux qui ont accepté de participer à ce webinaire. Pourquoi? Parce que c'est une situation qu'on a besoin actuellement de discuter sur ça. Et aussi, si on regarde tout ce qui est des séminaires, de conférences, de webinaires, d'habitude, c'est organisé sur l'Afrique. C'est-à-dire, quand je dis organisé sur l'Afrique, c'est d'autres personnes qui prennent des engagements ou qui prennent des décisions d'organiser, de discuter sur la situation actuelle sécuritaire ou toute crise en Afrique. Mais actuellement, nous-mêmes, on a commencé à se réveiller, à commencer à parler de tout ce qui se passe sur le continent, notamment en invitant des experts comme monsieur le ministre, qui a accepté aussi, qu'on doit le remercier, et toutes les personnes qui sont avec nous actuellement. Alors, je vais vraiment être très bref, de commencer sur la situation du terrorisme en général, qui est une situation qui est un défi ou une menace pour le monde, pas seulement pour l'Afrique ou pour le Sahel, mais plutôt c'est pour le monde. Alors, si on regarde la lutte contre le terrorisme, n'a pas commencé aujourd'hui, parce qu'on trouve déjà le pays comme les États-Unis, le pays comme le continent comme l'Europe, qui ont essayé de lutter contre le terrorisme en général, qui n'ont pas pu avoir un bon résultat dans leur lutte. Alors, je pense bien le cas du continent aussi, on est actuellement sur la même voie que les États-Unis ainsi que le pays européen. Alors, si on regarde tout ce qui se passe sur le continent actuellement, en particulier le Sahel, on trouve que le terrorisme continue, comme monsieur le ministre vient d'évoquer, de gagner du terrain, d'essayer de continuer à conquérir d'autres territoires, notamment le cas du Mali, le Burkina Faso, et avec une expansion actuellement vers le pays côtier, qui est la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, ainsi de suite. Alors, je pense, si on regarde tout ce qui se passe actuellement dans la lutte contre le terrorisme, on se base essentiellement, ou les États se basent essentiellement sur la lutte armée. Alors, qui n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que je dis que ce n'est pas une solution pour le terrorisme. Il faut regarder comment ou quelles sont les techniques ou les modes opératoires utilisés par le groupe terroriste en arrivant sur le terrain pour conquérir le territoire. Alors, si on regarde ça, ils n'utilisent pas seulement la force, ils n'utilisent pas seulement les armes pour conquérir le territoire. Alors, ils ont des techniques, ils ont des modes opératoires à utiliser pour essayer de convaincre la population africaine, parce qu'au début du terrorisme au Sahel, bien avant, on parlait du terrorisme comme quoi qui vient d'ailleurs, qui vient de l'Afghanistan, parce qu'on parlait
des Afghans arabes qui étaient avec Ben Laden, qui étaient avec Ayman Zawahiri, qui ont quitté là-bas pour venir créer AQMI en Afrique de l'Ouest. Mais actuellement, on ne peut pas parler de ça, parce qu'actuellement, on parle de Ahmed Koufa du Mali, Malam Diko du Burkina Faso, tout ce qui est le leader de Boko Haram, qui sont des Nigérians, qui ne viennent pas de l'Afghanistan, qui ne viennent pas de l'Irak ni la Syrie. Alors, actuellement, c'est-à-dire le terrorisme au Sahel est devenu vraiment un phénomène du Sahel. Ce n'est plus un phénomène importé vers le Sahel qui vient de l'extérieur du Sahel. Alors, à partir de là, on doit réfléchir ce qu'on appelle des mécanismes endogènes. Les mécanismes endogènes, d'habitude, dans l'histoire, comme M. le ministre vient de dire, le panafricanisme, si on regarde le panafricanisme, on avait déjà des mécanismes traditionnels pour régler tout ce qui est de conflit, pour trouver une solution, tout ce qui est de difficulté chez nous. Alors ça a déjà existé. Pourquoi on ne fait pas le recours à ces mécanismes endogènes pour trouver une solution qui était d'habitude de trouver une solution à un conflit à travers toutes les composantes de la société, notamment la femme africaine qui a joué un rôle depuis la civilisation pharaonique 2000 ans avant Jésus jusqu'à aujourd'hui, qui ont joué un rôle important, très, très important même, j'allais dire, dans tout ce qui est de conflit à partir de la famille en venant vers la société et jusqu'au sommet de l'État. Alors, c'est un rôle, je pense bien, le film de Cléopâtre en train de jouer actuellement sur Netflix, si vous regardez, c'est une femme qui a joué un rôle pour essayer de rétablir encore, pour essayer de reconstruire encore l'État qui était vraiment conquis par des étrangers. Elle a essayé de faire tout. Je pense que c'est la même chose actuellement qu'on peut faire pour trouver une solution. Alors, je vais aller rapidement pour montrer que sur le terrain, si on regarde le groupe terroriste qui arrive au Sahel, c'est deux idéologies différentes. La première idéologie, c'est une idéologie qu'on appelle idéologie de Al-Qaïda. L'idéologie d'Al-Qaïda, en arrivant sur place pour conquérir un territoire, ils ont besoin d'abord ce qu'on appelle lien ethnique, lien familial, ou de créer sur la base de la culture, la langue basée sur le mariage, à l'interne d'abord de la société pour essayer d'avoir la confiance de la population locale. Alors, je pense bien, si on regarde ce volet-là, la femme africaine, la femme sahélienne a un rôle à jouer dans ça, parce que la femme, elle est au cœur. Elle est au cœur, la famille est au cœur, la femme est au cœur de cette situation. Alors, si on regarde la femme, à partir de là, d'avoir une conscience, de comprendre tout ce qui est le terrorisme, tout ce qui est l'islam, le vrai islam, de comprendre ça, elle aura un rôle à jouer très important pour essayer de fermer la porte devant les terroristes, les djihadistes qui arrivent sur place et qui montrent à nos femmes comme quoi on est tous pareils, on est venu pour vous sauver, vous êtes. Alors, je pense que ça, c'est une partie qui est importante par rapport à la lutte de nos femmes contre le terrorisme. Alors, il y a une autre partie qui est essentielle aussi pour Al-Qaïda, qui est de se baser essentiellement sur tout ce qui est côté traditionnel. Alors, côté traditionnel, il essaie de faire quoi? Il demande les femmes complètement d'abandonner leur culture, leur tradition, leur coutume, d'abandonner complètement, de suivre seulement ce qui est l'idéologie de Al-Qaïda. Alors, ça, c'est important aussi pour nos femmes. Par exemple, si on regarde le cas de l'Algérie, l'Algérie vraiment a vaincu le terrorisme à travers quoi? À travers le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme en Algérie. Alors, je pense que aussi, dans le cadre des Sahel, c'est important de jouer sur cette partie-là pour qu'on puisse trouver une solution en mettant la femme au cœur de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Alors, je termine par l'autre idéologie qui est l'idéologie barbare de l'État islamique. Parce que l'État islamique, en arrivant sur le terrain, ce n'est pas comme Al-Qaïda. Ce qu'il va faire d'abord, il essaye de montrer à tout le monde que ce que vous avez comme des pratiques religieuses ne sont pas du tout parfaits. Il demande d'abord des femmes de couvrir, il demande de donner un rôle à la femme, qui est la femme n'a pas de rôle à jouer dans la société. La femme doit obligatoirement rester à la maison, elle ne doit rien faire, ni de lutter contre eux, ni même de participer dans le combat. Il continue toujours à montrer à la femme comme quoi il doit rester à la maison, juste pour préparer qu'il n'a pas de rôle à jouer dans la vie politique, dans la vie sociétale
d'un État ou d'une société. Alors, je pense bien aussi dans le Sahel, on n'avait pas ça avant, parce que nous, dans le Sahel, toujours le femme est toujours au cœur de toutes les situations, que ce soit dans le conflit, que ce soit même dans le travail quotidien de nos familles, la femme est toujours au cœur de ça. Alors, je pense bien la femme, que ce soit dans la médiation ou que ce soit dans le média, elle doit comprendre ça. C'est une sensibilisation qu'on doit faire au sein de nos sociétés, comme quoi la femme, son rôle, ce n'est pas comme ce que l'État islamique demande de rester à la maison, de ne rien faire, de faire ci, cela, comme l'État islamique, de montrer à la femme comme quoi ils ont des rôles à jouer, un rôle important dans la lutte contre le terrorisme et radicalisation, et en finissant par le côté des jeunes. Pourquoi? Parce que tout ce que le groupe terroriste, en arrivant sur le terrain, c'est de faire convaincre les jeunes qui ont des besoins, qui ont des difficultés, qui sont marginalisés, pour intégrer dans leur groupe. Alors, les femmes aussi ont des rôles à jouer dans ça pour montrer aux jeunes comme quoi c'est pas pour le groupe ne sont pas là pour nous, mais plutôt c'est une idéologie qui est là pour détruire nos sociétés, c'est une idéologie qui est là pour détruire nos cultures, nos traditions, nos coutumes. Tout ce qu'on avait, ça n'est pas la vraie religion qui vient avec, mais plutôt c'est juste pour nous détruire. Voilà, voici comment on peut mobiliser les femmes dans nos sociétés, de jouer un rôle important qui est de lutter contre le terrorisme, bien sûr, à côté de tout ce qui est d'autres mécanismes endogènes qui sont là, le rôle des chefs religieux, le rôle des chefs traditionnels, pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà, je m'arrête ici. Peut-être qu'il y aura des questions qui vont venir après qu'on peut discuter. Merci. Merci, docteur Madi Ibrahim Kanté, pour votre intervention et surtout pour votre suggestions concernant les nouvelles techniques africaines pour lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel et ailleurs, et aussi pour le rôle que peuvent jouer les femmes dans la lutte contre le terrorisme. Donc, là, je voudrais juste faire une proposition aux participants et participantes et participants que vous pouvez poser vos questions. Comme je l'ai dit, nous avons de grandes expertes et experts parmi les personnes qui participent à cette table ronde. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie de la première série de questions, et donc qui concerne quel impact des problèmes de sécurité sur les femmes. Je pense que Madame Ramata Diawara nous a rejoint maintenant. Donc, je vais demander donc à Madame Maïmouna Diado, et après Madame Salwa Zahloul, après Madame Valentine Zougrana, et enfin Madame Ramata Diawara, de nous parler pendant, si c'est possible, moins de 5 minutes, de cet impact. Quel impact des problèmes dont ont parlé les premiers panélistes de la sécurité et de la paix, donc sur les femmes. Merci beaucoup. À vous la parole, Madame Maïmouna. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend. Moi, personnellement, je vous entends. Oui. Moi aussi. Voilà, donc c'est un plaisir de faire partie de cette table ronde qui parle de paix et sécurité, puisque c'est d'actualité en Afrique. Part of this round table, and we are talking. S'il vous plaît, l'interprétariat. Ah, on l'entend. Je suis. Maïmouna, je fais partie. Vous vous présentez très rapidement. Oui, je suis. Please introduce yourself rapidly. APAC Niger, l'association des professionnels. We can hear the interpretation. Could you just not stop it, please? Thank you. Maintenant, on n'entend rien du tout. Un problème. Maïmouna, ton micro n'est pas ouvert. Là, je vous entends en tout cas. Non, on vous entend. C'est bon? I'm hearing you. Is it okay? C'est bon maintenant? Oui.
Oui, Maïmouna, on vous entend. Voilà, donc je disais très rapidement que je suis APAC Niger, l'association des professionnels africaines de la communication, section du Niger. Je suis également membre de l'Union de la presse francophone et je suis rédactrice en chef de la radio alternative qui émet à Niamey. Pour aller très rapidement sur la question que vous venez de poser, quel est l'impact aujourd'hui sur les femmes, l'impact que peut avoir cette insécurité sur les femmes? Je dirais que d'abord, il faut brosser cette situation d'insécurité. Je n'irai pas trop loin, mais je parlerai du Niger. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Burkina, le Niger et le Mali sont dans cette situation d'insécurité au Sahel. Et quand je regarde au Niger, quand on prend le côté nord du Mali, le côté également la frontière vers le Burkina Faso, et c'est vraiment des populations qui sont affectées. C'est toute une communauté qui sont affectées là-bas, et c'est surtout les femmes aujourd'hui qui sont qui sont les premières victimes. Les premières victimes parce que ce sont ces femmes aujourd'hui qui sont terrorisées. Cette insécurité a amené des femmes à se faire violer, des femmes à se faire violenter, des femmes à les faire pousser à quitter région, des femmes aujourd'hui qui sont en tout cas le socle de cette famille et qui n'arrivent pas aujourd'hui à être vraiment des femmes qui sont capables aujourd'hui de pouvoir réunir la famille parce que l'insécurité les a séparées. Aujourd'hui, quand vous regardez, la majorité de ces femmes se retrouvent en ville, dans nos villes, en train de circuler, en train d'errer, en train de chercher en tout cas une quelconque protection, quelque chose qui va les amener à se protéger, à faire face donc à cette insécurité. Il y a la résilience. Aujourd'hui, il faut également regarder que cette femme, elle n'est pas résiliente dans sa région parce que tout simplement du fait donc de cette insécurité. Je terminerai tout simplement pour dire que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'insécurité nous regarde tous. L'insécurité, ça va au-delà du Sahel, comme l'a dit Monsieur le ministre. Ça va aujourd'hui vers les pays côtiers aussi. Donc, ce qui a affecté ces femmes dans le Sahel pourra également affecter les autres femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans ces pays côtiers. Donc, l'alerte est donnée. Il faut que les femmes que nous sommes, il faut qu'on s'unisse. Les femmes journalistes que nous sommes, nous avons beaucoup de projets pour ces femmes-là. Nous sommes sur le terrain. Il faut qu'on soit les porte-voix de ces femmes. Il faut qu'on raconte ces difficultés qu'elles sont en train de voir de par cette insécurité. Il faut qu'on leur dise qu'aujourd'hui, elles devraient dépasser ou surmonter cette situation de femmes violentées ou de femmes aujourd'hui qui ne peut pas réunir sa communauté. C'est faux. La femme aujourd'hui, elle est actrice. Elle n'est pas victime, mais elle doit se faire actrice donc du retour de la paix dans sa communauté. La femme, elle est capable de le faire. Elle est capable de ramener cette cohésion sociale. La cohésion sociale d'abord entre les communautés, faire comprendre à ces communautés que si nos arrière-parents, grands-parents ont pu rester en symbiose dans ces communautés, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas rester en symbiose? Les femmes journalistes ont un rôle à jouer parce que tout simplement, ce sont ces femmes qui aujourd'hui écrivent. Maïmouna, on va parler des rôles des femmes des médias après. Maintenant, c'est l'impact. Merci beaucoup. Je pense qu'on va... J'ai déjà déterminé l'impact que les femmes sont en train de subir. Merci beaucoup. Merci, Madame Maïmouna Diallo Amadou. On passe à Madame Salwa Sahloul pour quel impact des problèmes de sécurité sur les femmes. Et Salwa, si vous pouvez vous présenter très brièvement et parler pendant 5 minutes, pas plus. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. 1 seconde, Salwa Sahloul. Retraité de l'armée nationale, ex-officier supérieur au grade de commandant. J'ai travaillé sur le terrain dans des missions de consolidation de paix. Après, j'étais nommée comme membre dans le réseau de l'Union africaine Femmes et Africains, là où j'ai pu rencontrer des femmes formidables
qui travaille pour maintenir la paix et la médiation sur le continent africain. En 2019, j'ai été nommée par le ministre des Affaires étrangères italien pour intégrer le réseau méditerranéen Mediterranean Women Mediators Network. Je suis experte internationale en Peace and Security Mediation et je suis aussi dévouée pour donner des trainings, renforcement des capacités des femmes dans tout ce qui est leadership et paix et sécurité. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Je reviens à votre phrase, urgent de mutualiser nos efforts. Monsieur l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique d'Ouest ou du Nord ou de l'Est ou du Sud. L'Afrique, c'est l'Afrique. Cher Mimouna, le problème qui se passe au Tchad affecte la Tunisie, affecte le Maroc, affecte l'Algérie, la Libye. Et là, on voit le Soudan qui est heurté par des conflits armés et des problèmes de sécurité. Laissons-nous commencer par définir les problèmes de sécurité. Vous pensez que les problèmes de sécurité, ce sont les conflits armés internes et externes? Non, ce n'est pas seulement ça. Les problèmes de sécurité, c'est la pénurie d'eau qui souffre l'Afrique maintenant. C'est la pénurie des ressources naturelles qui rend l'Afrique un centre de conflit et d'égoïsme de nos politiciens et des autres qui viennent de l'Europe et de l'Occident et de l'Amérique pour accaparer nos ressources naturelles. La pandémie aussi est une source de sécurité, de problèmes de sécurité. Les crises économiques et politiques et l'inflation qu'on souffre va ouvrir les portes pour des crises et des conflits et des problèmes de sécurité dans le nord de l'Afrique. Et là, on commence par le Soudan qui souffre de la problème d'eau et des barrages de Sod de Nahda et de problèmes de Nil, et on revient vers la Libye, on commence par la Tunisie et tout le nord de l'Afrique. Et là, qui est le premier ligne qui va souffrir de ces conflits armés? Ce sont les femmes et les enfants. La femme, qui est la base de la famille, va souffrir sur deux côtés et deux aspects majeurs, aspect social et aspect économique. Aspect social, à travers la migration illégale. Nos femmes africaines sont dans l'eau, dans le Méditerranée, des cadavres pour fuir ces conflits-là avec leurs enfants. Des effets sociaux à travers la santé mentale et psychologique. Les femmes africaines souffrent d'instabilité psychologique et mentale vu les crises et les conflits armés et les terroristes qui menacent leurs enfants. Il y a aussi l'aspect éducationnel. Les femmes africaines sont les premières à quitter les écoles quand il y a un conflit et un problème de sécurité. Et là, je passe au problème et aspect économique. Là, on fait barrer les routes pour que la femme peut avoir une autonomie économique pour faire face à ces conflits et ces problèmes de sécurité. Il n'y a pas d'accès pour des crédits. Il n'y a pas d'accès pour des sources naturelles. Elle n'est pas autorisée à faire travailler sur leur propre terre parce qu'elle est une femme, c'est pas l'homme le prioritaire. Elle n'a pas le droit de faire accès au marché et au circuit économique. Et là, les conflits, les problèmes sécuritaires rendent la femme un produit économique à faire commercialiser comme on trouve dans les réseaux de prostitution et le réseau de mutilation. Et là, la femme souffre doublement. Elle souffre socialement, économiquement, mentalement et physiquement. Et là, je reviens aux solutions. La solution de voir les lumières au bord de la tunnel. C'est notre rôle maintenant de faire au maximum des trainings et des empowerment, le renforcement des capacités des femmes pour qu'on les donne les armes pour faire face à ces conflits. Comme étant une ex-militaire et un ex-officier, je trouve toujours un côté positif et opérationnel dans les conflits. Les conflits ouvrent la porte pour que la femme
travaille sur elle-même et elle se trouve face au conflit pour faire donner l'espoir à sa famille et l'aider la famille et les faire donner la nourriture et faire donner tout ce qui est accès au pouvoir dans des postes politiques. Là, on a remarqué que dans des conflits comme le Soudan, la femme a pu accéder à des postes politiques pour affecter les politiques et donner l'espoir aux autres femmes. Et merci pour vous tous. Oui, Salwa, merci beaucoup pour... j'avais prévu de parler, de donner la parole aux d'autres femmes, collègues, sur l'impact des problèmes de sécurité sur les femmes, mais parce qu'on est limité par le temps, je vais passer directement à la deuxième série de questions, c'est-à-dire de parler justement quel rôle des médias et quel rôle des femmes médiatrices. Et je donnerai la parole à Madame Ramata Diaouré, premièrement, pour nous dire quel rôle peut jouer les médias pour rétablir la paix et la sécurité dans notre continent. Je donnerai la parole par la suite à Madame Valentine Zougrara pour passer par la suite au rôle des médiateurs et médiatrices. Merci. Donc, à vous la parole, Madame Ramata Diaouré. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on m'entend. J'espère que le son est bon. Oui, oui, on vous entend bien. S'il vous plaît, si vous pouvez rester dans la limite de 5 minutes, comme ça, parce que le plus important, c'est la collaboration entre les femmes des médias et les femmes des médiatrices pour arriver à la fin et donner aussi la parole aux participants pour qu'ils posent leurs questions. Merci beaucoup. Pas de souci, j'essaierai d'être brève, claire et concise. D'abord, bonjour tout le monde, merci pour cette invitation et pour ce sujet très intéressant. Alors, le rôle des médias, ben, c'est comme d'habitude, le rôle des médias, il ne change pas parce qu'il y a conflit ou qu'il n'y a pas conflit. Le rôle des femmes des médias, c'est leur rôle de journaliste, leur rôle d'animatrice, c'est leur rôle de femme de télé ou de radio, c'est de l'information bien délivrée, parce que bien reçue, bien recueillie, bien traitée, avec des fois une petite pondération, parce que quand on parle effectivement de situation de conflit, on parle de situation d'insécurité en règle générale, il faut que la responsabilité du journaliste fasse en sorte qu'il ne mette pas d'huile sur le feu. Nous ne sommes pas, nous, effectivement, les gens qui vont peut-être réconcilier, ce ne sont pas les gens qui vont discuter par rapport à des processus de paix, par rapport à la résolution des conflits, mais c'est vrai que dans la pratique journalistique, lorsqu'on est dans une situation d'insécurité, une situation de guerre asymétrique, comme on le dit souvent, il y a des fois des informations à prendre avec des pincettes. Je suis contre la censure et l'autocensure. Je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire. Par contre, il est clair qu'il y a une manière de traiter l'information dans certaines situations qui peut mettre en danger une partie de la population, mettre en danger le journaliste lui-même, parce qu'il ne faut pas oublier que le journaliste aussi se retrouve dans une insécurité quand il y a des conflits. Comme je dis, ne pas dire qu'il ne faut pas traiter de tout. Il faut parler effectivement de tout, c'est notre boulot, mais il faut savoir peut-être comment en parler. Tout à l'heure, la consoeur de la PAC de Niger parlait un petit peu de l'impact sur les femmes. Mais vous savez, quand on parle de cette insécurité, quand on parle des conflits, il y a l'impact sur notre profession. Hommes comme femmes journalistes, dans des situations comme ça de conflit armé, dans des situations de tension, dans des situations où des fois on indexe certaines communautés comme étant plus favorables peut-être au terrorisme armé, plus favorables au djihadisme, vous avez les journalistes qui se retrouvent dans des situations très très compliquées. Nous au Mali ici, on vient de voir notre confrère français qui a été libéré. Nous avons actuellement 2 confrères maliens qui sont portés disparus depuis quasiment 2 ans. Il y a donc de la part de certains une volonté peut-être de museler la presse et une volonté de contrôler ce que les journalistes vont dire. Donc, le rôle des médias dans ça, c'est aussi, en plus d'informer, en plus de rendre compte, en plus de traiter l'information, le fait d'être persuadé du fait que nous sommes aussi un enjeu. L'utilisation des médias dans ce genre de conflit, le fait de vouloir aller dans une pensée unique, le fait de vouloir nous faire dire simplement ce qui plaît à une partie ou à l'autre, nous met dans une situation des fois très très délicate.
Et il ne faudrait pas qu'on oublie. Mais, comme je le disais au démarrage, et je m'en arrêterai là, on aura l'occasion d'en discuter, notre rôle à nous, il ne change pas parce que nous sommes dans telle ou telle situation. Par contre, les tentatives de manipulation, l'utilisation des fake news de manière... c'est une politique. Maintenant, nous avons une politique de diffusion de fake news. Notre travail à nous, c'est de revenir et d'aller contre ça. Mais c'est vrai que dans une situation de conflit, nous sommes aussi nous-mêmes entre l'arbre et l'écorce. Il ne faut pas qu'on oublie. Merci, madame. Merci, Ramata. Donc, merci beaucoup parce que là, en votre qualité de journaliste, membre et présidente de l'Union internationale de la presse francophone, la section malienne, merci beaucoup. Je donnerai la parole, nous sommes rattrapés par le temps, je suis très désolée. Je donnerai la parole à madame Valentine Zougrana, donc pour nous parler en tant que consultante, formatrice, communicatrice, journaliste, membre du collectif donc des journalistes du G5 au Sahel, de nous parler aussi de rôle que pourraient jouer les médias et les femmes médiatrices dans la thématique. Merci beaucoup. Madame Valentine. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bon, on vous entend. Bonjour à tous. Et merci aux Africaines pour cette belle initiative. Je pense que Dr. Cheikh Tidiane Gado a déjà, disons, posé la situation, a dépeint la situation un peu du Sahel, du Burkina et de ce qui se passe au Burkina s'agissant de la lutte contre le terrorisme. Et pour parler rapidement, je pense que, bon, et les uns et les autres aussi ont tout dit concernant le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme. Quand on prend un peu la situation au niveau dans la société traditionnelle africaine, on sait que les femmes jouent un rôle quand même très important dans cette société, mais malheureusement, aujourd'hui, avec la lutte contre le terrorisme, la voix des femmes est inaudible. Et quand tu prends un peu au niveau du Burkina Faso, et avec 2 millions de déplacés internes, nous avions effectué une descente sur le terrain pour voir quelles sont les conditions même qui entourent un peu ces femmes. C'est un peu très difficile. Elles sont exposées, et notamment à la violence sexuelle, et les femmes même aussi se livrent souvent disons, on va parler en grive de la prostitution, tout ça, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments, de facteurs qui les amènent à se comporter ainsi. Et quand on parle des questions d'eau, c'est surtout la corvée d'eau, ce sont les femmes qui font ces corvées d'eau, c'est un peu difficile. La réalité est tout autre par rapport à la théorie de ce qui se dit, mais concernant un peu tout ce que je dis, c'est un peu concernant un peu les productions journalistiques qui sont faites par les journalistes qui sont descendus sur le terrain et qui relaient ces informations. Donc, je pense que c'est vrai que les femmes disposent souvent de moins de moyens que les hommes, et surtout avec les enfants, elles constituent généralement la majorité des populations réfugiées et déplacées. Elles sont la cible récurrente et des tactiques guerrières, comme je l'ai dit. Mais je pense qu'en termes de femmes de médias, ce qu'elles peuvent faire, ce que nous, femmes, on peut faire, c'est surtout à travers nos productions, les productions journalistiques, de renforcer ces productions à travers nos plumes et de toujours critiquer et dénoncer. Et cela interpellera forcément l'autorité et les Africains sur la situation. Dr. Cheikh Tidiane Gado l'avait dit, et pourquoi il n'y a pas eu de sommet sur le terrorisme? Moi, je reviens un peu sur le G5 Sahel. Que devient le G5 Sahel aujourd'hui? Il y avait la voix des femmes au niveau du G5 Sahel à travers la plateforme des femmes du G5 Sahel, mais malheureusement, on constate, on peut le dire, est-ce que ce n'est pas un échec au niveau du Sahel? Pourquoi le terrorisme continue
Et il y a toujours la recrudescence encore du terrorisme et qui continue à endeuiller des familles. Et quand vous prenez au niveau du Burkina Faso, il ne se passe pas une semaine et un mois que vous n'entendiez pas des tueries par-ci, par-là, rien qu'il y a quelques jours de cela, c'était cette situation que nous vivons. Donc, je pense qu'en tant que femme de médias et le rôle des médiatrices, je pense que c'est à travers nos plumes qu'on peut se faire entendre. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Valentine. Donc, je passerai à deuxième, donc, quel est le rôle des femmes et des médiatrices et des médiateurs. Et là, je reviendrai à Monsieur le ministre pour qu'il nous parle de son expérience, très brièvement, Monsieur le ministre, de votre expérience, longue expérience dans la médiation. Et si vous pouvez nous dire un petit peu comment pourront les femmes médiatrices s'associer ou travailler aussi avec les médias, puisque vous êtes en même temps formés comme journaliste. Comment les deux, les médias et les femmes médiatistes, et vous nous parler ainsi de votre expérience de médiateur. Je passerai par la suite à Salwa pour nous parler de son expérience de médiatrice très rapidement, parce qu'il faut qu'on arrive à la troisième série de questions qui est comment on va travailler ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes toujours là? Monsieur le ministre va nous rejoindre à la fin, Khadija. D'accord. Donc, Salwa, est-ce que c'est possible de parler un petit peu, Salwa, de l'expérience, de votre expérience, aussi bien qu'à FemWise, comme médiatrice et comme aussi militaire, et aussi au réseau des femmes méditerranéennes, le rôle de la médiatrice dans la résolution des problèmes de conflits et l'instauration de la paix. Merci, Salwa. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, la femme médiatrice est un facteur non seulement de paix, non seulement de résolution de conflits, mais lors des conventions de conciliation et des conventions de paix, là on trouve des femmes médiatrices, là on trouve la pérennité de la paix. Et là, je vous parle d'une expérience personnelle. En Tunisie, avec les mouvements de contestation lors de la Révolution, le rôle qu'elle a joué la femme, nous, les femmes tunisiennes, a pu faire taire tout ce qui est problème de sécurité et d'amplification de ce problème social et économique vers les résolutions de paix et des solutions pacifiques. Là, je passe à mon expérience au réseau FemWise Africa, à l'Union africaine, où on a pu rencontrer des femmes médiatrices et des femmes ambassadrices de paix, je veux dire, comme vous, chère Khadija, comme nous consorts de partout de l'Afrique. Là, on a pu rencontrer des histoires de femmes médiatrices qui ont souffert de la guerre et qui ont souffert des conflits internes et qui ont pu résoudre leurs problèmes. Et là, je me focalise sur la qualité de ces femmes-là, ces femmes africaines qui n'ont pas obligatoirement le niveau intellectuel de doctorante ou de chercheuse. J'ai eu l'honneur de rencontrer des mamans africaines qui ont une grande expérience sur les terrains, qui ont une grande appréciation de leur communauté et qui ont une grande, disons, emprise sur la société africaine et sur la communauté africaine. Et grâce à ces femmes-là qui appartiennent à des tribus influentes, il y a une sorte de renforcement des capacités des autres femmes. Il y a une sorte de training. Ça veut dire elles s'entraînent entre elles-mêmes.
une formation. Salwa, on est très pris par le temps. Si vous pouvez donc résumer. Le réseautage des femmes médiatrices et l'appui des médias pour ces femmes médiatrices-là va donner un lueur d'espoir pour une Afrique, pour notre continent africain plus pacifique et plus serein. Et là, on trouve la paix. Merci. Merci beaucoup, Salwa. Moi-même, je suis médiatrice en tant qu'avocate médiatrice et aussi médiatrice pour la paix à l'Union africaine. J'étais la première femme marocaine qui avait été choisie par l'Union africaine pour être dans ce réseau des femmes africaines médiatrices par la paix, et donc en 2018. Et là, je donnerai juste quelques petits, puisque Monsieur le ministre n'est pas parmi nous, je prendrai 1 minute ou 2 pour parler de la médiation pour la paix. Donc, la médiation pour la paix, Mediating for Peace, c'est-à-dire que le dialogue comme une alternative à la violence et au conflit. Et donc, ça peut être notre expérience à FemWise. J'étais envoyée dans plusieurs missions comme médiatrice au nom de l'Union africaine. Et aussi, j'ai fait des médiations en tant qu'avocate, donc médiation familiale, médiation entre migrants et leurs hôtes, médiation parmi les communautés et médiation internationale. Je pense que pour très longtemps, les femmes ont été absentes des guerres, mais en même temps absentes des négociations. Mais grâce, et là, Salwa, c'est là je pensais que tu allais parler de ça, c'est grâce c'est très récent comme les femmes ont été associées. Elles ont été pendant longtemps victimes, des victimes silencieuses des guerres, mais grâce à Dieu, donc grâce à Dieu, et en 2000, grâce à la résolution 1325, donc du 31 octobre 2000, qui a marqué un tournant dans l'histoire des droits des femmes à participer à la négociation et à la résolution des conflits. Nous avons maintenant des réseaux et des groupes partout dans le monde, et notamment dans notre continent, qui travaillent sur femmes, paix et sécurité, donc Women, Peace and Security, partout dans le monde. Et nous avons des réseaux maintenant de femmes médiatrices en Afrique, dans le monde arabe, en Méditerranée, dans les pays européens, dans le Commonwealth. Donc, nous avons maintenant plusieurs réseaux, et nous avons une Global Alliance, donc une alliance globale des femmes médiatrices pour la paix. Et c'est comme ça que nous voudrions, bien sûr, Salwa est aussi dans la Méditerranée, mais dans l'Afrique et le Maroc. Et là, je parlerai du Maroc. Le Maroc a une triple, comme la Tunisie et l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord, ils ont une triple appartenance au monde arabe, à l'Afrique et à la Méditerranée, et ils ont un grand rôle à jouer. Au Maroc, par exemple, en Tunisie, nous avons maintenant, et en Algérie, nous avons des plans d'action dans le domaine de femmes, paix et sécurité. Le Maroc, son plan d'action date de mars 2022. Il est 22, pardon. Donc, c'est pour la mise en application de la résolution 1325. Et c'est pour cela que nous devrions travailler, les femmes des médias avec les femmes médiatrices pour donc la promouvoir cette résolution 1325. Au Maroc, il y a un réseau marocain des femmes médiatrices qui a fait plusieurs conférences sur la question. On pense que on doit travailler ensemble. Donc, moi, maintenant, je passe un petit peu la parole aux participants,
il y a parmi nous de grandes personnes expertes en médiation et dans les médias. Je ne sais pas si vous voulez poser vos questions avant de parler un petit peu de la collaboration. Nous avons par exemple un grand expert que je connais du Maroc, le docteur Hamid Tada, qui est expert international à Genève sur la médiation internationale. Nous avons aussi beaucoup de réseaux arabes et notamment un réseau des avocats arabes qui travaillent que sur la médiation et je suis honorée de faire partie de ce réseau. Donc maintenant, est-ce que la salle a… Madame Khadija, juste un moment. On peut beaucoup parler sur les réseaux des femmes de ce genre-là, mais ce sont des réseaux sélectifs. On n'a pas tous, les femmes africaines, accès à ces réseaux-là. Donc, il faut tout d'abord travailler sur le terrain. La médiation ou le rôle des médiatrices n'est pas dans des panels ou des rencontres où, oui, c'est bien d'avoir une casquette ou une organisation internationale qui nous chapeaute. Et ça m'a bénéficié beaucoup de best practices and lesson learning des autres femmes médiatrices. Mais le plus essentiel, c'est de faire partager cette fonction-là et cette mission-là sur le terrain et de faire savoir pour les femmes africaines qu'elles ont ce rôle-là et elles peuvent le jouer même dans leur famille ou dans leur communauté. On n'attend pas l'accès à ces réseaux internationaux. On est censé de le faire, mais à travers des trainings, à travers nous. Comme vous, chère Khadija, comme nos chers consoeurs et confrères là, on peut faire passer l'information et donner des trainings et faire passer ce renforcement des capacités à des femmes qui peuvent être victimes des conflits pour faire donner des armes et pour faire instaurer la paix, mais sur le terrain, pas dans le théorique et dans les réseaux de politique. C'est une recommandation à prendre en considération, justement, c'est-à-dire de travailler au niveau… Oui, on recueille déjà les recommandations, travailler beaucoup plus au niveau du terrain, du niveau local. Et c'est là le projet de Femmes West Africa. Alors, Khadija, il y a des participants qui ont levé la main. Oui, On a monsieur Famori dans ce poste. Aussi, du niveau de la technique, on peut activer son micro. Il y a également monsieur Adama Alay. Si vous pouvez donner leur donner la parole, merci. Voilà, et juste pour quelques minutes, parce qu'il nous reste juste 30 minutes, et il y a des recommandations à formuler et parler également sur une éventuelle collaboration entre les femmes des médias et les femmes médiatrices. Donc, si on vous remet la parole, s'il vous plaît, en 2 minutes, posez vos questions. On va vous répondre vite avant d'entamer la dernière série de questions. D'accord, merci Bagat de rappeler donc le problème du temps. Ok, merci. Donc, à vous la parole. Alors, qui c'est qui intervient maintenant? Magat? Il n'y a personne qui intervient. Allô? Il y a un problème, on n'entend pas les participants qui veulent intervenir, Magat. Comment? Sinon, si vous avez un problème, vous écrivez vos questions et j'essaierai de les transmettre. Parce que là, je vois qu'on perd du temps, on n'a pas de… Est-ce qu'il y a un problème technique, Magat? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous, on vous entend. Mais on n'entend pas les autres. Oui, Magat, quel est le problème? On n'entend pas les intervenants. Les intervenants… Les participants qui veulent intervenir. Leur micro vient d'être activé. Donc, monsieur Adama Alay, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, allez-y. Allez, très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, bonjour à tout le monde. Je remercie les panélistes.
Je m'appelle Adam Alaï Diallo. Je n'ai pas tellement d'expérience dans la médiation, mais j'ai eu à effectuer un stage d'une année dans une organisation de médiation basée à Genève, mais qui intervient dans les 5 pays du G5 Sahel, Centre pour le dialogue humanitaire. Qui s'occupe de cette question de médiateurs et de médiatrices. J'ai eu à travailler sur ce projet. Il y a quelqu'un qui a posé tout de suite des questions concernant au lieu qu'on se regroupe au niveau des institutions, il faut aller sur le terrain. Et mon expérience dans cette organisation, c'est cela. C'est d'abord essayer d'aller sur le terrain, identifier vraiment les gens capables d'avoir des projets, de pouvoir, quand ils parlent, ils sont écoutés et qu'ils parviennent vraiment à asseoir. Monsieur Alaï, excusez-nous, il faudra aller vite. Posez votre question parce qu'il nous reste 30 minutes et là, on a beaucoup ma question est la suivante. Voilà, ma question est la suivante. C'est-à-dire que impliquer la femme jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire que parfois, il y a des femmes qu'on implique, mais ces femmes-là, en fait, ne parviennent pas à vraiment satisfaire les femmes qui sont impactées réellement. Maintenant, quelles sont les femmes qu'il faut impliquer réellement dans les processus de médiation? Comment vous... Donc, on va poser... Donc, impliquer les femmes, toutes les femmes. Est-ce qu'il y a une autre question, Baguette? Des intervenants? Oui, il y a Monsieur Famari Dansokho. Vous pouvez ouvrir son micro, s'il vous plaît, du côté de la technique. Monsieur Famari Dansokho, allez-y. Votre micro est ouvert. Intervenez, s'il vous plaît. Oui. Je vois maintenant... Apparemment, il y a des soucis de micro. On va passer à monsieur... Donc, on va passer à monsieur Dr Hamid Ada. Vous voulez intervenir? Donc, il y a un problème pour les intervenants. Donc, je passerai, je suis désolée, je passe à la troisième série de questions parce que c'est le plus important pour nous. C'est comment collaborer entre... Oui? Comment collaborer? Et là, je vous passerai donc, tout le monde pourrait intervenir ou lever la main. Donc, comment on peut collaborer entre femmes des médias et femmes médiatrices? Donc, qui c'est qui voudrait prendre la parole? Moi, je veux bien commencer. Oui, Ramata. Parce que, en fait, j'ai un petit peu l'impression qu'on pense que les femmes des médias et les femmes médiatrices ne collaborent pas déjà ensemble. Tout à l'heure, on a parlé de la résolution 1325. Le Mali y a adhéré, le Mali a un plan d'action. Très rapidement, Ramata. Voilà, pas mal d'ONG et tout ça se sont déjà impliqués dans ça. Et les femmes des médias ont même bénéficié de formations sur ce plan d'action, sur la résolution 3025. Donc, c'est un sujet qui est traité. Mais dans le fait que le sujet soit traité, le fait que les relations soient créées, que les liens soient créés, c'est pas ça qui fait obligatoirement avancer rapidement les choses. Il ne faut pas qu'on se laisse pas. On travaille déjà ensemble. Le problème, c'est qu'il y a un niveau supérieur dans lequel on ne voit pas les femmes. Nous avons au Mali, par exemple, un comité de suivi de l'accord. Il a fallu tout un combat pour qu'il n'y a même pas 2 ans, on intègre des femmes, comme vous en parliez tout à l'heure, dans ce cadre de négociation. Donc, il y a des collaborations qui se font déjà, il y a des formations qui ont été faites, il y a des liens qui se sont tissés. Maintenant, peut-être qu'il faudrait faire ces collaborations-là à un niveau plus large, pas seulement à l'échelle d'un pays, à une échelle beaucoup plus large, mais ça existe déjà. Le problème, c'est que faire, comment changer d'échelle et pour que ça ait un impact plus important. Merci. Oui, merci. Donc, la question qui est posée, comment agir? Comment agir? Donc, déjà, Mme Ramata nous propose qu'il faut vraiment que les femmes soient intégrées dans les négociations à haut niveau. On a vu pour la Libye, il n'y avait aucune femme. Je pense au début, plusieurs négociations qui ont eu lieu au Maroc, il n'y avait pas eu de femmes parmi les médiatrices. Donc, Khadija, j'aimerais bien qu'on entende le docteur Madi Ibrahim Kanté sur cette question-là. Comment agir en tant qu'expert sur le terrain?
Oui, alors, le docteur m'a dit, est-ce que vous avez des propositions? Comment et donc on peut collaborer entre les médias et les femmes médiatrices? Donc, premièrement, pourquoi on collabore et deuxièmement, comment, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette question. Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la question. Alors, en fait, tout ce qui concerne, notamment dans le cadre du conflit ou dans le cadre du terrorisme, alors, si on parle de médiation, on ne peut pas faire la médiation sans passer par la collaboration avec différents acteurs sur le terrain, notamment ceux qui sont impliqués dans la résolution du conflit ou ceux qui sont impliqués en général, tout ce qui est gestion de conflit en général. Alors, si on dit on va aller sur la proposition, par exemple, le cas du Mali pour la MINUSMA, on trouve que la MINUSMA a créé des radios pour essayer de trouver de collaboration entre des acteurs sur le terrain, notamment le médiateur, notamment le média, ceux qui travaillent avec le média. Alors, mes propositions vont vers tout ce qui est collaboration à travers de comprendre d'abord la situation, parce qu'un médiateur ou une médiatrice, il doit comprendre tout ce qui se passe sur le terrain actuellement. Alors, le cas du Mali, comme titre d'exemple, on trouve que ceux qui travaillent dans le média, qui sont sur le terrain, ils comprennent plus que toute personne qui viennent directement de s'impliquer dans la résolution des conflits. Alors, si on prend le média sur le terrain, plus le médiateur ou le médiatrice qui arrive sur place, ils ont besoin de communiquer ensemble, de comprendre, parce que les médias sur place essayent d'accueillir beaucoup d'informations au niveau de la population, au niveau de tout ce qui est de difficultés et de problèmes qui existent dans la société. Moi, j'étais sur le terrain, par exemple, à Gao, en tant que chercheur. Pour avoir plus d'informations, j'essaie de collaborer avec le média, de comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis, parfois, je suis même accompagné par le média qui sont sur le terrain, qui comprennent tout ce qui se passe sur le terrain. Je pense bien au niveau de médiation aussi, de la médiation aussi, au niveau des médiatrices, c'est vraiment la même chose, de collaborer avec ces deux côtés-là, parce que parfois, le média est accepté, le média local notamment, est accepté au niveau des personnes au niveau local plus que le médiateur ou le médiatrice. Parce que le médiatrice qui arrive sur le terrain, on a de mal à comprendre c'est qui cette personne-là, il travaille pour qui, mais s'il est accompagné avec le média, on trouve que facilement il est accepté. Comme nous, les chercheurs, quand on arrive sur le terrain, parfois ce qui se passe exactement, c'est la même chose. Alors, je pense que c'est une collaboration. Et de ne pas oublier aussi collaboration avec les chercheurs sur le terrain, parce que la médiation a besoin vraiment d'informations avant de s'impliquer dans une situation de médiation. Alors, les chercheurs sur le terrain, ils comprennent mieux aussi, plus que le médiateur ou le médiatrice qui arrive sur le terrain. Alors, ça aussi, c'est une partie des collaborations qu'on peut ajouter dans les recommandations, c'est-à-dire la collaboration entre médiatrices et les chercheurs qui sont sur le terrain pour essayer de comprendre tout ce qui se passe et même comprendre la dynamique sociale. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, on a déjà une série de recommandations, collaboration médiatrice et chercheurs. Donc, en fournissant l'information, pour comprendre la situation et pour aussi être informé sur les recherches qui ont été faites sur la question. Alors, maintenant, je voudrais, il nous reste peut-être un quart d'heure. Oui. Je peux ajouter un point? Oui, oui, Salwa, très rapidement. Moi, j'étais dans le comité où on a installé la résolution, le plan d'action national 1325, et c'était dans le cadre où on a mis le média comme pilier essentiel pour réussir notre plan d'action national. Et là, je reviens à un point très intéressant, c'est le training en matière de communication et des médias pour les médiatrices. Donc, pour toute opération de médiation,
il faut un responsable média qui accompagne cette mission-là. Il faut bien cibler les messages qui vont être passés à travers ce responsable de médias. Et il faut aussi donner des trainings en matière de communication et d'interview pour les médiatrices pour qu'elles sachent bien comment faire passer les messages positifs. Merci. Merci, Salwa. Pour question de formation, training, je pense que les médiatrices aussi devraient aussi faire un training pour les femmes de médias, parce qu'en médiation, la médiation, donc, elle doit être comprise, elle doit être parlée pour qu'il y ait une collaboration. Il faut qu'il y ait un apport, bien sûr, des médias pour les médiatrices, mais aussi les médiatrices devraient faire des formations en médiation et en résolution pacifique des conflits pour les femmes médiatrices, pour les femmes des médias, pour un peu informer sur qu'est-ce que c'est cette médiation et qu'est-ce que c'est tous les moyens pacifiques de résoudre les conflits. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir sur cette question? Comment et pourquoi il faut qu'il y ait cette collaboration et comment? Personne? Maïmouna, on passe. Maïmouna. Après, on va passer la parole à Valentine aussi. Voilà, je donne une petite expérience parce que je me dis que aujourd'hui, la collaboration entre les journalistes, surtout femmes et les médiatrices, ça doit être une collaboration d'échange d'expertise, de connaissances et tout. Mais maintenant, si il faut également accélérer le processus d'abord de formation de ces femmes journalistes sur le terrain, par rapport d'abord à la résolution 1325, parce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui qui ne connaissent pas véritablement le fond même de la résolution 1325. Elles doivent être également donner cette possibilité à la femme journaliste ou bien aux journalistes d'accéder à l'information, parce qu'il y a une réticence de l'information au niveau donc de nos pays africains. Et c'est cette situation faire en sorte qu'aujourd'hui, elles n'ont pas la possibilité de traiter l'information comme ça se doit. Elles ne peuvent pas aujourd'hui faire face à cette situation de fake news qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, il y a, ça urge en tout cas, et également, pourquoi ne pas accompagner sur le terrain les forces de défense et de sécurité et également les médiatrices sur ce terrain. Parce que je me dis que quand elles n'ont pas la possibilité ou quand ces médias n'ont pas cette possibilité d'aller sur le terrain, d'être d'abord à côté de cette insécurité pour pouvoir mesurer l'impact de cette insécurité, elles ne pourront pas être aujourd'hui travailler avec ces médias, la médiation ou bien les médiatrices. C'est très important parce que l'une doit compléter l'autre. Merci beaucoup, Valentin. Les deux se complètent. Donc, c'est très important. Il faut également, comme je l'ai dit, donner cette possibilité à la femme et à nos médias d'être vraiment en contact permanent de l'information. C'est très important. Merci beaucoup, Maïmoun. Valentine, Tina, est-ce que vous voulez intervenir très rapidement, s'il vous plaît? Valentine? Non? Valentine? Khadija, le temps que Valentine puisse… Oui, alors moi je vais faire une proposition. Attends, une proposition de création. Premièrement, je dois résumer ce que… Donc, c'est-à-dire, il y a des propositions de formation, d'information réciproque, c'est-à-dire que les femmes des médias doivent informer et former les femmes médiatrices et les femmes médiatrices aussi doivent former et informer les femmes des médias et il faut ajouter les chercheurs. Moi, je suis professeur, je suis chercheur. Donc, ils ont, comme a dit le docteur Madi, les chercheurs ont un grand rôle à jouer
surtout sur la question de médiation, donc dans leur recherche, etc. Donc voilà la chose qui est première chose sur la question. Il y a monsieur le ministre qui va partager après. Il va partager dans un document ses recommandations avec nous. Donc, il n'est pas disponible. Voilà. Ah, merci, monsieur le ministre. Donc, la deuxième chose, qu'est-ce que vous en pensez de la création d'un réseau des femmes médiatrices, des médias et des femmes médiatrices dans cette question de paix, sécurité et sécurité, donc femmes, paix et sécurité. Ça serait vraiment bien, surtout au niveau de notre continent africain. On a des institutions spécialisées en femmes, paix et sécurité, aussi bien à l'Union africaine qu'au niveau international. Mais s'il y a un réseau qui va être créé par les femmes des médias et les femmes médiatrices pour qu'elles travaillent ensemble pour la sauvegarde de la paix, la prévention, la sauvegarde et la résolution des conflits. Qu'est-ce que vous en pensez? Valentine est de retour. Oui, Valentine. Qu'est-ce que vous en pensez, Valentine? Oui. Ok, merci. Je ne sais pas, vous m'entendez? Vous m'entendez? On entend. Voilà. En fait, la connexion est très mauvaise à mon niveau, donc c'est pourquoi souvent ça vacille. Et puis, sinon, l'initiative est bonne de mettre en place et de créer un réseau de femmes médias et des femmes médiatrices. Je pense que le fait de développer des interactions entre ces deux catégories de façon régulière va permettre un peu déjà aux femmes médias de pouvoir porter l'information à l'endroit de l'opinion et d'interpeller encore plus les autorités de nos États africains sur leur rôle et leurs responsabilités dans cette lutte contre le terrorisme. Également, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'imposer un quota genre au niveau des pays pour mieux lutter contre le terrorisme? Parce que c'est comme Ramata Djimali l'a dit, hein, voilà, et même Madame Kadidia aussi l'a évoqué. Et quand on constate un peu dans la prise de décision, on voit que ce sont plus les hommes qui pensent être les mieux indiqués ou aptes à prendre des décisions plus que les femmes. Les femmes sont encore reléguées au second plan. Pourtant, on constate un peu sur le terrain, ce sont ces femmes dans les villages reculés qu'on utilise encore pour ôter la vie des citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas amener ces femmes à mettre fin à cette situation et à les réinsérer dans le tissu professionnel, dans le tissu socio-professionnel? Je pense qu'il sera plus intéressant de fédérer nos énergies et je pense qu'en allant ensemble, on peut mieux lutter contre le terrorisme en Afrique. Et il ne sera pas de trop de créer, parce que c'est vrai, il existe d'autres réseaux, beaucoup de réseaux, mais trop de viande, comme on le dit, dans la sauce ne gâte pas la sauce. Merci. Oui, alors merci Valentine. Côté pratique, donc on s'est mis d'accord qu'il faut fédérer nos efforts, aussi bien les femmes des médias que les femmes médiatrices, que les chercheurs. Et les chercheurs femmes et hommes, je pense qu'il faut introduire aussi, moi on parle des femmes, mais les hommes qui voudraient être avec nous, je pense qu'ils sont les bienvenus. Donc voilà, la première chose c'est ça. La deuxième chose c'est la création d'un réseau des femmes, des médias et des femmes médiatrices. Et peut-être on demanderait à notre site, les Africaines, de voir comment héberger, comment trouver un hébergement pour ce réseau qui va être, parce qu'il n'y a pas mieux que le site Les Africaines pour héberger notre réseau, futur réseau de femmes, des médias et femmes médiatrices. Et troisième chose, et comme elle a dit Valentine, comment faire pression. Et je pense qu'à travers ce réseau, on va faire pression sur les décideurs. Il faut qu'ils prennent donc en considération l'existence de femmes médiatrices et des femmes des médias
qui sont intéressés à aussi participer aux décisions qui concernent la paix et la sécurité au niveau de notre continent, et pourquoi pas en collaboration avec d'autres réseaux au niveau international. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il nous reste peut-être 5 minutes avant donc on propose, et Maguette, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prête à héberger notre réseau? Deuxième chose, rechercher les financements pour faire des formations. Il faut on pense à faire des formations. On a dit qu'il faut qu'il y ait une formation réciproque pour les médiatrices en communication, pour les femmes des médias en médiation et résolution pacifique des conflits. Donc, comment on va pouvoir… Khadija, on va y travailler ensemble avec tous les intervenants et surtout les femmes pour voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un réseau et essayer également d'héberger ça au niveau de la plateforme des Africaines. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si Matel Bokoum est disponible, qu'elle lève la main pour qu'on puisse lui donner la parole au moins pour 1 minute, parce elle nous a beaucoup aidé dans cette organisation, et les journalistes femmes et consultantes en genre. Et voilà, après on donnera, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes, faire une dernière… donner la parole une dernière fois à tous les intervenants pour leur mot de clôture. Et je vous rappelle qu'un rapport sera ficelé et on va partager, Inch'Allah, avec tout le monde le rapport et voir quelles sont les perspectives. S'il y a lieu même de faire une autre table ronde pour voir comment harmoniser les communications, les rôles entre les femmes des médias, femmes médiatrices et les chercheurs. On va y travailler, Inch'Allah, dans les prochains mois. Merci beaucoup. Juste avant, moi je propose aussi qu'il y ait des publications, parce que soit sur le site, soit ailleurs, des actes de cette rencontre, et penser à une autre rencontre, parce que la plupart des intervenants n'ont pas eu le temps de bien s'exprimer. Effectivement, on n'a pas eu beaucoup de temps. On va continuer la prochaine fois. On donne la parole à Matel. On va penser aux publications, au rapport, à la collaboration entre les acteurs des médias, de la médiation, et surtout les chercheurs qui sont sur le terrain et qui maîtrisent mieux la question, comment harmoniser les rôles et les communications. Donc, Matel, on te passe la parole. Pour, juste un peu, on nous demande les adresses et les contacts. Je pense qu'on essaiera de voir avec vous, Maguette, comment on peut rester en contact si on crée le réseau, parce qu'il faut quand même que tout le monde ait le contact des autres. D'accord. Alors, à vous la parole. Je partagerai les contacts de tout le monde et on va voir dans quelle mesure collaborer à distance pour le moment. Et pourquoi pas penser à une éventuelle rencontre en présentiel pour faire du training, comme l'a dit Salwa, et surtout avec l'appui de Dr Madi Kanté, qui est expert sur la question, comment former les femmes des médias et des femmes médiatrices pour harmoniser les communications et les rôles. Notre ministre aussi, il faut qu'il soit… On va l'impliquer. Oui, on va l'impliquer, Inch'Allah. Donc, Matel, on te passe la parole. Il ne reste que 8 minutes. Donc, oui, bonjour Maguette. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Bonjour Matel, on t'entend. En fait, Ramata, je retrouve là. En fait, je dis que j'ai suivi avec intérêt les différentes interventions qui nous aident en même temps, en tant que journaliste aussi, à mieux cerner les enjeux sécuritaires. Il y en a qui ont relevé même cette nécessité de développer des solutions endogènes pour venir à bout des menaces terroristes et sécuritaires. Donc, c'est nous tous qui sommes interpellés et c'est nous tous qui devons nous impliquer. Mais je souhaiterais aussi que cette rencontre puisse vraiment marquer le début d'une belle collaboration entre femmes journalistes et femmes médiatrices, et que cette rencontre aussi puisse favoriser une meilleure implication des femmes journalistes dans la résolution des conflits à l'échelle continentale.
Et parce que je pense que aussi pour que les femmes puissent, pour que les journalistes puissent s'impliquer, il leur faut aussi mieux appréhender les enjeux sécuritaires. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est bien de bâtir la réflexion, mais c'est encore mieux aussi qu'on puisse mettre à l'action et qu'on puisse aussi organiser des rencontres qui vont nous rapprocher davantage et nous permettront aussi de dérouler des activités qui nous seront toutes utiles. Je ne sais pas si j'ai été claire là, j'ai un souci technique. Je ne sais pas si je me fais comprendre aussi. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup pour ton intervention et pour les autres pistes de solutions soulevées. Donc, Khadija, je pense qu'on peut passer à la dernière tour de table pour les mots de clôture. Et le reste, on fera ça en avant ça, Maguette, parce qu'il y a des propositions d'impliquer les chercheurs et les chercheuses dans ce réseau. Donc, on va ouvrir aussi, on va l'ouvrir à des universitaires qui sont intéressés. Et là, beaucoup parmi les participants sont en même temps, et monsieur m'a dit, monsieur le ministre, etc., sont en même temps ça et ça. Donc, on pourrait, moi-même, je suis professeure, avocate, médiatrice, donc on doit travailler ensemble, les chercheurs, il faut les impliquer. Donc, je voudrais donner, on commence par le docteur Nadi, quelles sont les dernières, vos dernières suggestions? Merci beaucoup, Madame la modératrice. Alors, à mon niveau, juste pour clôturer, je pense juste pour un remerciement et puis avec les propositions, d'essayer d'aller avec les propositions et les recommandations qui ont été faites autour de table pour qu'on puisse aller matérialiser tout ce qu'on a dit. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, quand même, je serai disponible et je serai prêt pour toute collaboration et de travailler ensemble avec tout le monde. Je serai complètement disponible. Merci. Non, Salwa, dernière recommandation. Ben, j'ai rien à ajouter avec cette équipe de fer, machallah. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie. Toutes les femmes et les hommes là sont totalement dévoués pour contribuer à tout ce qui est paix et sécurité sur le continent africain. La médiation, les médias vont travailler ensemble et j'attends le réseau impatiemment. Merci Khadija. Merci Salwa. Merci Monsieur le ministre et tous les doctorantes et les chercheurs et les médiatrices qui sont là et les femmes de médias. Merci beaucoup. Merci Maïmouna. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est formidable pour un début et que nous allons devoir marcher la main dans la main, se soutenir et aller vers la création de ce réseau pour sa concrétisation très rapidement. Voilà. Grand merci. Amata? Juste remercier tout le monde pour l'initiative de cette rencontre, déjà cette table ronde. Et comme disait tout à l'heure Maïmouna, en espérant que nous allons avancer rapidement vers la création de ce réseau et que les activités seront menées comme il le faut. On ne vous entend plus. Valentine, tu peux enchaîner en attendant. Merci. Oui, ok, merci. Valentine. Attendez, je pense que la création de ce réseau a amené la femme en tant qu'actrice majeure dans le processus de la vie à ne plus se faire enrôler au sein des groupes armés, mais beaucoup plus à contribuer à la promotion de la paix et surtout à faire des femmes et des jeunes filles des actrices dynamiques au cœur de la médiation et de la consolidation de la paix au sein de leur milieu de vie. Merci. Merci Valentine. Je demande, puisqu'on a quelques minutes encore qui restent, je demande aux participantes et participants d'écrire leurs recommandations dans donc les questions et réponses. Et donc Maguette va pouvoir rester, donc quand on va créer le réseau, on va être en contact tous entre nous
et présenter d'autres résolutions et d'autres recommandations. Donc, je pense, Maguette, qu'on est arrivé à la fin de cette table ronde. J'espère qu'on aura d'autres tables rondes dans l'avenir. Bien sûr, Khadija. Bien sûr, Khadija. Je pense qu'on va continuer. Dans le mot de clôture, tu le fais toi-même. Voilà, voilà, Khadija, parce qu'il reste à peu près 2 minutes. Donc, je disais juste qu'on va organiser d'autres tables rondes pour continuer ces discussions et aller dans poursuivre cette logique de réseautage et pour pouvoir harmoniser, je dirais, les rôles et les communications. Juste rappeler que c'est la centrale Haïti qui est au Maroc, basée au Maroc, qui nous a appuyé techniquement pour organiser cette table ronde, et également Monsieur Michel de Bamako avec son cabinet d'interprétation. Donc, au cas où vous avez des événements virtuels ou des événements physiques, il faut penser à ces structures-là qui ont, je dirais, les mêmes ambitions que nous et qui ont de l'expertise, de l'expérience et qui œuvrent et sont en faveur également de la promotion de la paix et la sécurité au niveau de l'Afrique. Donc, merci à tous les intervenants pour la disponibilité, pour la réactivité, pour tout ce que vous avez fait, et le reste, tous les documents, le rapport, les publications, le réseau. On va travailler ensemble pour faire tout ça et essayer de faire une première rencontre physique, que ce soit au Sénégal, au Mali ou même en Tunisie, au Burkina Faso. Essayer d'unir nos efforts. Au Maroc aussi, pourquoi pas le Maroc? Oui, bien sûr, le Maroc. En tout cas, on va unir nos efforts pour accompagner ce continent-là pour son développement et instaurer la paix. Donc, merci à Maïmouna. Une proposition avant qu'on clôture. Je pense qu'on pourrait avoir comme partenaire la société qui s'occupe de de Zoom, etc., pour ce qu'on aura besoin avec le réseau. Je pense qu'il faut quand même... Oui, parce qu'il faut dès maintenant faire cette demande que cette société soit partenaire, qui est à Casablanca, donc qui soit à côté de mon université. Donc, on aura besoin de cette société de technologie qui va nous assister, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. De toute façon, restez tous connectés. On va revenir vers vous très rapidement pour monter le réseau, pour partager le rapport et éventuellement voir quelles sont les perspectives. Donc, merci à tous, Maïmouna, Valentine, Ramata et surtout Dr Madi. Dr Madi m'a beaucoup appuyé en off. Donc, vraiment, merci beaucoup, docteur, pour tout, pour l'appui, pour la disponibilité, la réactivité. Et Inch'Allah, on reste en contact pour le reste. Merci également à Khadija. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à toi, Maguette, et bon courage pour l'avenir. On attend notre réseau. Bye bye. Inch'Allah. Bye merci. bye. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. On a encore un peu de temps, donc vous pouvez parler un petit peu. Oui, mais comme c'est 2 heures, Khadija, on est obligé de quitter pour essayer de faire les rapports et partager le plus rapidement. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Et essayer de programmer la prochaine rencontre virtuelle ou physique. Et espérons que cela soit physique pour qu'on puisse se voir. On va se rencontrer au Sénégal ou ailleurs. Allez, Inch'Allah. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, merci beaucoup pour la modération. Merci beaucoup, Khadija. Allez, au revoir. Allez, au revoir.